Bonjour à tous, merci de nous choisir chez vous. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons, comme de coutume, Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Tchad. Plusieurs dizaines de morts dans des affrontements entre orpailleurs. Bonjour Mamadou Diouf, ça va? Bonjour Michel. Au Tchad, des affrontements entre orpailleurs ont fait plusieurs dizaines de morts à Kouri, Bougoudi, dans l'extrême nord du pays, près de la frontière libyenne. Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux annoncent des centaines de morts. Le ministre de la Défense est sur place pour contenir la situation. Mamadou Diouf, qu'est-ce qui est à la base de ces affrontements? En fait, à la base, pour le moment, ce que l'information officielle dit, c'est qu'il y a eu une bagarre entre deux orpailleurs qui appartiennent à deux communautés différentes. Et malheureusement, chaque communauté a voulu venir au secours du membre de sa communauté au lieu de venir ramener la paix entre les deux qui se battaient. Et finalement, ça s'est transformé en bataille entre des orpailleurs, c'est vrai, mais entre des orpailleurs appartenant à deux communautés différentes. Une des communautés, d'ailleurs, est une communauté arabe. L'autre est une communauté Tama qui habite au niveau de l'est du Tchad. Et ce qui a aggravé la chose, puisqu'on est à la frontière avec la Libye, quand les membres des deux communautés, qui sont également sur le territoire libyen, ont appris les affrontements, les gens sont venus avec des armes et chacun est venu pour soutenir sa propre communauté. Et c'est pourquoi, pour le moment, le bilan, on ne sait pas de combien de morts il s'agit. En tout cas, les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont atroces parce qu'on voit les morts empilés, pour dire que le nombre, il est là. Jusqu'à présent, le gouvernement parle de dizaines de morts sans donner un chiffre. Vous avez quelqu'un comme Succès, le leader des transformateurs, le Comité national des droits de l'homme, la CNDH et autres, qui eux parlent de 200 morts. Sur les réseaux sociaux, certains même vont jusqu'à dire 300, 500 morts. On ne connaît pas encore le nombre, mais ce qui est sûr, c'est une véritable catastrophe. Alors, dans plusieurs pays africains, on voit ces genres de problèmes entre les communautés et surtout des gens qui opposent les communautés entre elles. Est-ce qu'il y a ces genres de problèmes au Tchad précisément? Bien sûr qu'il y en a malheureusement. Il y en a et quand vous regardez même les rébellions du Tchad, on l'oublie, mais les rébellions sont également campées. Dans chaque groupe, vous avez une ethnie qui est plutôt majoritaire. Et d'ailleurs, les rébellions même le reprochent à l'État tchadien en disant que l'armée tchadienne est une armée qui appartient plutôt à la tribu du président actuel. On parlait du président Déby à l'époque, mais c'est la même chose puisque le président actuel appartient à la même tribu. Donc il y a ce problème qui est là, un sérieux problème de nation, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Nous avions des formes d'organisation traditionnelles de nos espaces géographiques. Quand on a opté pour des républiques, quand on a opté pour une nation, mais nous devenons des citoyens au même titre. La deuxième difficulté, à la frontière avec la Libye, on est dans la zone où il y a le moins d'États. Quand on fait l'histoire, les rébellions, que ce soit le FACT, que ce soit Idriss Déby lui-même, Goukouni Weddey à l'époque, c'est le chemin des rébellions avec la zone du Tibesti. Donc vous avez un endroit où assez régulièrement des groupes se sont organisés pour s'imposer sur place ou bien pour descendre même sur N'Djamena pour prendre le pouvoir. Et malheureusement, le Tchad, comme encore d'autres pays africains malheureusement, n'ont pas encore quitté ce communautarisme qui consiste à vouloir se reconnaître plus dans un groupe auquel j'appartiens que dans le pays où je suis citoyen. Mais ça montre qu'il y a du travail à faire encore pour construire les nations africaine. Alors, Mamadou, les premiers renforts sont venus de la Libye voisine. Vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a absence de l'État dans cette zone. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Mais il y a absence de l'État parce qu'on est à plus de 1000 km de N'Djamena. C'est la première chose. On est au niveau des hauteurs, puisque c'est au niveau des hauteurs que les gens exploitent l'or. C'est des zones qui sont difficilement accessibles. Certains de ces endroits, on ne peut même pas y accéder par véhicule. Donc même si l'armée tchadienne voulait intervenir, vous voyez le temps que cela prend d'abord d'arriver au niveau de l'espace lui-même
et encore moins maintenant d'arriver là où il y avait ces combats, parce que quand vous voyez les images, vous voyez une zone qui est complètement accidentée, où accéder ne sera pas facile. Et c'est la raison pour laquelle, quand les premiers soldats tchadiens sont arrivés, ils ont été débordés carrément, parce qu'avec les renforts de chaque communauté venue de la Libye, les premiers soldats tchadiens qui sont arrivés ne pouvaient rien devant la situation. Ils ont tiré en l'air pour essayer de ramener les gens à la raison. Les autres étaient plus nombreux et les autres étaient armés. Et ça se comprend. Tout le monde sait ce qui s'est passé en Libye avec la chute du colonel Muammar Kadhafi. On pouvait ramasser à la limite les armes un peu partout. J'ai dit tout à l'heure que c'est la zone du Tchad où il y a eu on ne sait combien de rébellions. Donc on est vraiment dans une zone où les armes circulent de façon extrêmement facile et certainement ça fait partie de ce qui explique le nombre de morts que l'on va compter par dizaines puisqu'on ne connaît pas encore le chiffre officiel. Alors le ministre de la Défense et les renforts sont finalement arrivés. Il va falloir faire un travail sur le terrain, selon vous lequel? Il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est de calmer cette situation. Parce que quand il y a ces bagarres intercommunautaires, s'il y a autant de morts, la moindre étincelle peut ramener encore la bagarre. Donc la première chose, c'est de faire en sorte que les conditions ne soient pas réunies pour que ces deux communautés, ou même éventuellement d'autres communautés, s'affrontent encore. Sur ce plan, il y a un travail à faire. Sur un autre plan, ce n'est pas parce que les gens font de l'orpaillage traditionnel que cela ne doit pas être organisé. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est là où il y a le moins d'État. Mais il fallait que l'État soit là pour organiser cet orpaillage. Puisque les gens, ils sont en communauté. Les Arabes, ils sont, ceux de Tama, ils sont, mais ils ne sont pas les seuls. Vous avez également des gens qui sont venus du Niger, vous avez des gens qui sont venus du Soudan, et quand les gens se retrouvent, ils se regroupent également par affinité. Mais l'État doit pouvoir organiser cet orpaillage pour plusieurs raisons, y compris même des raisons de sécurité, parce que dans cet orpaillage traditionnel, parfois il y a des éboulements qui créent des morts. L'État doit pouvoir s'impliquer pour créer un minimum en matière d'organisation pour que les gens aillent chercher de l'or, mais que ça se fasse avec des règles qui sont connues de tout le monde. Et quand il y a des gens qui enfreignent les règles, qu'ils puissent être sanctionnés pour éviter d'attendre que ce genre de situation ne se pose et pour dire maintenant qu'est-ce qu'on va faire ou dire ça ne se reproduira plus alors que rien ne garantit que ça ne reviendra pas. Vous l'aviez dit tout à l'heure, succès Masra du parti Les Transformateurs ainsi que d'autres politiques ont parlé. Est-ce que cela peut avoir d'impact sur la politique du Tchad, surtout la politique sécuritaire, en un moment où ce pays vit des moments difficiles? Mais bien sûr, ça pose déjà un problème sécuritaire. Les gens se sont affrontés avec des armes, des machettes bien sûr, mais avec des armes à feu. Ce ne sont pas des soldats. Donc ce ne sont pas des gens qui sont censés porter des armes. Le pire, on a traversé la frontière pour venir appuyer sa communauté dans une bagarre et ceux qui sont venus ne sont pas venus les mains vides. Donc un problème de sécurité se pose très clairement parce qu'on est en train de traverser la frontière avec des armes. Même s'il n'y avait pas eu affrontement, en principe, quand tu quittes un pays, même quand tu es un homme armé, un gendarme, un policier, si tu dois rentrer avec tes armes, ce n'est pas comme ça que tu viens traverser la frontière. Il y a des procédures pour qu'on sache qu'effectivement tu peux porter tes armes ou pas. Ici, ce n'est pas le cas. Donc le problème sécuritaire se pose immédiatement. Sans compter que le Tchad est déjà dans un problème sécuritaire. C'est vrai qu'il y a eu récemment quelques avancées au niveau des négociations entre l'État tchadien et les groupes armés au niveau des monarchies arabes. Mais c'est la zone également où se trouvent ces groupes armés tchadiens qui sont des zones effectivement où la sécurité est très loin d'être garantie et surtout pas par l'État tchadien lui-même. Donc il y a de quoi éteindre ce feu parce qu'il peut allumer d'autres feux et tout le monde connaît le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui pour lutter contre la circulation des armes de façon générale au niveau du continent africain. Et certainement, il va falloir que ce même travail soit fait là-bas et dans des conditions qui vont être extrêmement pénibles puisque les gens là-bas portent leurs armes depuis plusieurs années avec toutes les rébellions que le Tchad a connues. Alors, est-ce qu'on peut avoir une récupération politique de l'événement là, dans un contexte où le Tchad est un peu secoué politiquement? On a vu les manifestations de la société civile
et les leaders de la société civile, dont Wakitama, qui sont arrêtés. Mais, bien sûr, qui est le premier responsable de la sécurité des Tchadiens? C'est le président de la République. Bien sûr, ce n'est pas lui qui va aller à la frontière pour garantir la sécurité. C'est lui qui a choisi les gens qui sont chargés de veiller à la sécurité des Tchadiens. C'est lui qui a choisi les gens qui sont chargés également de veiller à la sécurité des frontières. Il se pose tous ces problèmes. Cela peut parfaitement être exploité sur le plan politique de ce point de vue-là pour montrer que l'État tchadien n'est pas capable d'assurer la sécurité au niveau de son territoire. L'autre exploitation dépendra du nombre officiel des morts. Parce que généralement, plus le nombre de morts sera grand, plus il sera facile de surfer malheureusement sur ces morts pour parler de la gravité, de la responsabilité du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, du président de la République, puisque chacun y va à sa manière dans ce genre de situation. En fonction du nombre de morts, effectivement, ça va être quelque chose également qui peut être exploité en disant que le jeune qui vient d'arriver n'est pas en mesure de garantir la sécurité au niveau du Tchad, et les opposants n'hésiteront pas à le faire, puisqu'on l'a vu plusieurs fois dans bien des pays, avec moins de décès. On a demandé la démission du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense et parfois même du président de la République, comme on l'avait vu pendant que Roch était président au niveau du Burkina. Les gens avaient marché pour demander le départ du président de la République. Alors, ces problèmes liés à l'orpaillage, on les rencontre un peu partout en Afrique, de la Côte d'Ivoire en RDC, en passant par le Tchad et d'autres pays. Quelle solution apporter définitivement à ces problèmes? Il y a deux solutions, sinon plusieurs. Il y a la solution extrême, c'est de mettre fin à l'orpaillage traditionnel, en considérant que c'est une source de problèmes. Puisque vous avez du banditisme, vous avez de la vente de drogue, vous avez de la vente de dynamite, puisque les gens dynamitent pour casser. Il y a plein de choses. Vous vous rappelez au Burkina l'incendie qui a... Donc il y a problème. Il y a la méthode radicale, on interdit l'orpaillage traditionnel. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il ne faudrait pas qu'on laisse l'or qui est dans nos pays exploité tout simplement par des gens qui viennent d'ailleurs et qui partent avec l'argent. On doit pouvoir donner à des populations de nos pays de pouvoir exploiter l'or de façon traditionnelle, parce que l'exploitation de l'or de façon traditionnelle a toujours existé sur le continent africain. Il s'agit tout simplement d'organiser et de réglementer pour que ceux qui peuvent y gagner quelque chose soient en mesure de le faire, d'autant que tout le monde sait ce qui se passe dans nos pays. Le chômage, il est là. Les gens ont souvent aucune compétence particulière. Ça, au moins, ils peuvent le faire. Ça ne demande pas nécessairement d'aller à l'école, mais il faut gérer le risque, y compris par rapport à l'environnement, avec l'utilisation du mercure, etc. Mais il y a énormément de choses qui sont là, qui font partie de la responsabilité de nos États, mais il faut que nos États trouvent le moyen de réglementer cet orpaillage traditionnel pour qu'on ne se retrouve pas dans des conflits, qu'on ne se retrouve pas dans ce qu'on a vu au Burkina avec un incendie qui est aggravé par des dynamites qui avaient été stockées, ou bien des affaissements, parce que quand on creuse, aucune règle n'est respectée à la matière, qui se traduit par des décès, et on est toujours là à regretter et à dire que ça ne va plus se reproduire, et puis ça se reproduit. Je crois qu'il y a ces deux solutions, l'une est extrême, l'autre va aller dans le sens de la réglementation. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Bon week-end à vous. On marque la petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.